Bonsoir, bienvenue en direct sur Public Sénat. Voici les titres du 22h ce soir. C'est une question majeure pour l'industrie et le redressement économique du pays. Comment améliorer la compétitivité des entreprises? Le gouvernement attend les conclusions du rapport Gallois pour dévoiler ses intentions, mais d'ores et déjà, le quotidien Le Monde croit savoir ce que prépare l'Élysée. Selon le journal, les entreprises bénéficieraient d'un allègement du coût de travail de 40 milliards d'euros pour les transférer vers la CSG. L'Élysée précise ce soir que rien n'est acté. Analyse à suivre notre chroniqueur Jean-Louis Gombault et invité ce soir l'économiste Daniel Cohen, auteur de Homo economicus. Le scandale du Mediator va-t-il faire pchit? Près de 80% des dossiers d'indemnisation examinés par un collège d'experts ont été jugés irrecevables. Pour les victimes, ces refus sont très durs à accepter. Et selon la pneumologue Irène Frachon, c'est l'une des premières à avoir dénoncé les méfaits de ce médicament. Le doute doit bénéficier aux victimes. La ministre Marisol Touraine, de son côté, assure que le laboratoire Servier devra assumer ses responsabilités. Et puis tandis que l'exécutif poursuit sa chute dans les sondages, lui connaît une cote de popularité insolente. Il est le chouchou des enquêtes d'opinion. Son influence ne cesse de croître, y compris à l'Élysée. Le Nouvel Observateur le présente à sa une avec ce titre flatteur, le vice-président. Alors jusqu'où ira Manuel Valls? On en parle avec notre club d'éditorialistes du mercredi soir. Voilà pour les titres. Merci d'être en notre compagnie. Et on débute ce journal par cette information. Ce soir, la Turquie a bombardé dans la soirée des cibles situées en territoire syrien en représailles aux tirs d'obus venus de Syrie aujourd'hui qui ont provoqué la mort de 5 civils dans une localité frontalière de Turquie. Le Premier ministre turc Erdogan annonce aussi ce soir une réunion d'urgence de l'OTAN qui aurait, selon certaines sources, débuté il y a une demi-heure. Nous, bien sûr, nous reviendrons sur cette information dès que nous disposerons de plus amples informations. Et puis dans l'actualité également, avant même les conclusions du rapport de Louis Gallois sur les moyens d'améliorer la compétitivité des entreprises, l'Élysée étudie des scénarios, des pistes de plus en plus précises, fait savoir le quotidien Le Monde. Une baisse des cotisations patronales de 40 milliards d'euros sur 5 ans est envisagée. Elle serait financée par une hausse probable de la CSG. Les explications avec Marie Brémaud. C'était il y a quelques jours au Salon de l'Automobile, en marge de la visite officielle du président de la République. François Hollande avait parlé coût du travail avec les industriels de l'automobile. Cette discussion aurait porté ses fruits. Avant même la publication du rapport de Louis Gallois sur la compétitivité, l'Élysée serait sur une piste. D'après le journal Le Monde, le gouvernement envisagerait une baisse des cotisations patronales à hauteur de 40 milliards d'euros sur 5 ans. L'objectif est clair, améliorer la compétitivité des entreprises françaises. Mais comment financer cet allègement de charges? 2 pistes. Augmenter la CSG, la contribution sociale généralisée, de 8 à 10 milliards d'euros sur 5 ans. Ce scénario aurait la faveur de l'Élysée. Mais une autre piste est envisagée, une taxe écologique qui s'appliquerait donc aux produits polluants. Au gouvernement, les avis divergent. François Hollande a promis des décisions sur le sujet avant la fin de l'année. Et sur ce sujet, l'Élysée précise ce soir que rien n'est encore acté, pas de confirmation donc sur les chiffres d'allègement des charges évoqués par Le Monde, mais pas non plus de démenti sur la piste d'une hausse de la CSG qui semble donc se confirmer, ce qui fait déjà bondir la droite. Pour Nathalie Kosciusko-Morizet, cette hausse probable de la CSG sera supportée par l'ensemble des Français, contrairement, selon elle, à une hausse de la TVA. Valérie Pécresse évoque aussi une mesure injuste et je vous propose d'écouter à présent la réaction du sénateur de la Mayenne, Jean Arthuis. Il y a le feu dans la maison. Il faut un choc de compétitivité. C'est maintenant, et c'est à mon avis au moins 50 milliards. Mais ayant dit cela, ça ne peut pas être la CSG. Parce que la CSG, le gouvernement en aura besoin pour équilibrer les comptes publics, réduire le déficit public. Le seul impôt qui est judicieux, c'est la TVA. Parce que la TVA frappera également tout ce qui vient de l'extérieur. Et puis c'est un incroyable rebondissement. 20 dossiers d'indemnisation acceptés contre 563 rejetés depuis novembre 2011. Ces dossiers sont ceux des victimes présumées du Mediator. Ils ont été examinés par un collège d'experts qui a jugé de leur recevabilité, autrement dit, de leur droit à l'indemnisation
ou pas, 20 sur 563. Les victimes ne l'acceptent pas et se disent très en colère. De son côté, la ministre des Affaires sociales et de la Santé, Marisol Touraine, affirme que le laboratoire Servier devra assumer ses responsabilités. On voit tout cela avec Julie Hulin. La colère de l'association des victimes du Mediator. À ce jour, 10% des dossiers d'indemnisation ont été étudiés par le collège d'experts de l'Office national des accidents médicaux. Parmi eux, plus de 8 demandes sur 10 auraient été rejetées. Les experts contestent le lien de causalité certain entre la prise de médicaments et la pathologie développée. Si le nombre de cas évoqués semble aujourd'hui peu significatif, les victimes s'inquiètent qu'à l'avenir le refus puisse toucher des milliers de dossiers. La ministre de la Santé, Marisol Touraine, a tenu ce matin à réaffirmer le soutien du gouvernement aux victimes. Je suis très attentive à ce que les victimes puissent être indemnisées correctement et je suis aussi très attentive à ce que le laboratoire Servier assume ses responsabilités. Au Sénat, la mission commune d'information Mediator avait l'an passé mené 5 mois de travaux et mis à jour une série de défaillances dans la chaîne du médicament à toutes ses étapes. Si on devait en rester là, à 80% de rejet, je crois que justice ne serait pas rendue. Donc je rappelle que les nombreux rapports d'experts, aussi bien parlementaires que celui de l'IGAS, ont conclu à la culpabilité du laboratoire Servier. Initialement prévu en mai, le premier procès du Mediator devant le tribunal de Nanterre a été reporté de plusieurs mois. Jacques Servier est lui parallèlement mis en examen pour tromperie et escroquerie. Il y a noté aussi que le Sénat a repoussé à 2015 l'interdiction du bisphénol A pour l'alimentaire. L'interdiction de ce composant chimique est maintenue au 1er janvier pour les biberons. Mais pour les autres contenants, comme les canettes de soda ou encore les boîtes de conserve, le Sénat reconnaît que le principe de précaution peut difficilement être imposé aux industriels dans un délai aussi court. Et puis J-1 avant les états généraux de la démocratie territoriale. 2 jours de débat au Sénat et puis à la Sorbonne, à suivre d'ailleurs sur notre antenne. Les élus veulent se faire entendre avant la nouvelle étape de la décentralisation annoncée par le gouvernement. Les communes, les régions, les départements, tous plaident leur cause et leur place aussi dans le millefeuille territorial. Et c'était le tour aujourd'hui, vous allez le voir, des intercommunalités dont les contours et les compétences suscitent, il faut bien le dire, toujours beaucoup de questions et de débats. Elles tiennent aujourd'hui leur convention à Biarritz. On voit tout cela avec Mounir Soussi et Camilla Compuzano. Un congrès à guichet fermé, pas assez de place pour les représentants des plus de 2500 communautés de communes, alors qu'une nouvelle étape de la décentralisation est sur les rails. Face aux départements et aux régions, ces élus n'ont pas l'intention de rester sur le quai. Un nouvel acte de décentralisation, c'est plus de pouvoir pour les intercommunalités, c'est plus de pouvoir pour les acteurs territoriaux, pour les régions, parce que c'est comme cela, c'est de nos territoires que pourra aussi repartir la croissance. Pointé du doigt dans l'explosion des dépenses des collectivités locales, les communautés de communes acceptent la critique, mais refusent d'assumer seules cette responsabilité. Lorsque l'on prend les chiffres aujourd'hui, ceux de l'intercommunalité ont grandi, mais également ceux des communes. C'est là peut-être qu'il faut s'interroger, c'est que les communes continuent à augmenter et à embaucher du personnel alors qu'elles transfèrent des compétences à l'intercommunalité. L'intercommunalité est un niveau supplémentaire du millefeuille administratif pour ses détracteurs, mais elle sait mettre son principal atout en avant, la proximité. Ce n'est pas un millefeuille supplémentaire, c'est la façon dont des collectivités unissent leurs efforts pour porter des projets qu'elles ne sont pas capables de porter à titre individuel. Désormais, les représentants des communautés de communes seront élus directement par la population. Reste à définir les modalités. Le premier rendez-vous dans les urnes est espéré pour 2014. Et c'est l'heure de notre décryptage économique et politique avec Jean-Louis Gombaud. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir Sonia. Alors nous allons parler ensemble, Jean-Louis, de cette une du quotidien Le Monde qui titre sur ce que prépare l'Élysée pour créer un choc de compétitivité, à savoir une baisse importante des charges patronales, le tout transféré sur la CSG. Les choses s'accélèrent, semble-t-il. Elle s'accélère effectivement parce que normalement on croyait savoir que cette affaire était aux mains du sommet social. On devait discuter justement du nouveau financement de la sécurité sociale. À l'occasion de ce sommet social, la CFDT était très en pointe sur cette affaire et on s'aperçoit que le dossier est pratiquement bouclé déjà à l'Élysée. Et pourquoi ça se précipite? D'abord parce que du côté des entreprises, il y a eu un très mauvais accueil du budget 2013. Rien pour les entreprises, on augmente nos prélèvements, on ne fait rien pour nos problèmes, qui est d'augmenter le problème de la
compétitivité. Donc ça, c'est aller très fort. Deuxièmement, demain, à 22h, on aura l'occasion d'en parler ici, l'INSEE va sortir sa note de conjoncture qui n'est pas bonne. Et effectivement, elle ne peut pas être bonne puisqu'il y a une augmentation des prélèvements. L'État baisse ses dépenses, donc la demande intérieure en France va stagner. Donc il faut absolument trouver un palliatif, une soupape vers l'extérieur, et ceci ne peut être trouvé que grâce à un surcroît de compétitivité. D'où cette idée, eh bien, on va baisser les charges des entreprises à peu près de 40 milliards, et à partir de là, on va évidemment, pour que la sécurité sociale ne manque pas de fonds, on va augmenter la CSG. Donc Jean-Louis, c'est une bonne nouvelle pour les entreprises, pour améliorer leur compétitivité. Est-ce qu'on peut chiffrer cette amélioration d'ores et déjà? Alors oui, on peut, je crois qu'on peut, à la louche, sur un coin de table, on peut évidemment chiffrer ce que peut représenter 40 milliards dans la compétitivité salariale d'une entreprise. En gros, ça lui fera baisser de l'ordre de 5% la masse salariale qu'elle distribue à ses salariés. Donc c'est un avantage compétitif qui n'est pas négligeable. Seulement, la compétitivité ne se résume pas au salaire. Par exemple, dans une entreprise automobile, dans le coût d'une automobile, c'est simplement... les salaires pèsent 15% à peu près. Donc c'est 5% de 15%. Vous allez gagner 2 à 3% en matière de prix. Dans le BTP, c'est un tiers, c'est la masse salariale. Donc vous allez gagner là aussi 1% peut-être de compétitivité. Donc ça va améliorer effectivement les choses, mais ça ne peut pas les améliorer de manière significative. Pour que ça améliore de manière significative, M. Arthuis, juste à l'instant, nous disait il faut 50 milliards. En réalité, il faut même beaucoup plus. Il faudrait carrément supprimer les cotisations patronales sur les retraites et la maladie. Ça, en gros, ça représenterait 10 points de CSG, ce qui relèverait la CSG de manière absolument spectaculaire. Ça la porterait à plus de 17% des revenus des salariés. Et Jean-Louis, cette piste de baisse des charges, donc transférée sur la CSG, ça rappelle aussi le principe de la TVA sociale, voté par la droite, abrogé par la gauche. C'est le même principe, mais pas le même moyen, semble-t-il. C'est le même principe, mais pas du tout le même moyen. Alors, cette TVA sociale devait rentrer en octobre, devait entrer en vigueur en octobre. Alors, quelle est la différence? La TVA a ceci d'intéressant, c'est qu'elle frappe l'ensemble de la consommation. La CSG ne frappe les revenus, mais elle frappe tous les revenus. C'est-à-dire que si vous augmentez d'un point la TVA, vous gagnez 7 milliards. Si vous augmentez d'un point la CSG, vous gagnez 11 milliards. Et évidemment, elle apparaît beaucoup plus juste puisque même les revenus du capital sont frappés, ce qui n'est pas le cas dans la consommation. La TVA a un avantage, c'est qu'évidemment, les marchandises importées sont soumises à la TVA. Donc, elles sont également taxées. La CSG présente, malgré la qualité de frapper tous les revenus, donc apparaissent plus justes que la TVA, elle a un inconvénient majeur, c'est que l'entreprise prélève directement sur le salaire votre CSG. C'est-à-dire qu'on va le voir sur le bulletin de paye. Et le porte-monnaie. Et le porte-monnaie, oui. C'est-à-dire qu'effectivement, on va le voir sur le bulletin de paie et sur le porte-monnaie. Alors évidemment, pour que l'entreprise joue le jeu, il faudrait qu'elle augmente d'autant votre salaire net, mais beaucoup d'entreprises, même s'il y a une loi, essaieront de profiter de cet avantage qui leur est donné pour ne pas le répercuter entièrement sur le salaire net. D'ailleurs, l'article du Monde dit bien, un écho de l'Élysée dit il faudra veiller à ce que le pouvoir d'achat ne baisse pas de trop. Donc il va quand même un petit peu baisser. Et deuxième chose qui est très importante, c'est qu'une partie de la CSG n'est pas déductible, c'est-à-dire qu'on peut augmenter de votre impôt sur le revenu. Donc on augmente votre CSG, mais malgré tout, vous paierez autant d'impôts alors que le salaire net aura baissé. Donc l'aspect social de la CSG, même si ça frappe les revenus du capital, n'est pas aussi évident qu'on le croit souvent. Et ce soir, ce sont encore des pistes. Donc nous verrons tout cela ensemble dès que ça sera confirmé. Merci beaucoup Jean-Louis. Et à demain donc, pour évoquer ces chiffres de l'INSEE qui tomberont à 22h avec vous. Merci. Alors la suite du 22h, comme chaque mercredi, le club d'éditorialistes du 22h est à suivre. Dans le prolongement du drame des Chirolles, nous débattrons dans un instant de l'approche de la sécurité par le gouvernement. La sécurité, c'est un thème qui est éminemment régalien, présidentiel. Alors quelle est l'approche de l'équipe de François Hollande et en particulier du ministre de l'Intérieur Manuel Valls, que l'on retrouve à la une du Nouvel Observateur cette semaine avec ce titre flatteur, il faut bien le dire, le vice-président. On en parlera dans un instant, mais d'abord, tout ce qui vous a échappé dans le reste de l'actualité. Regardez, c'est le tour de l'info, il est concocté par Cécile Sixou.
Tirer les leçons de l'affaire Mera, voici l'objectif du projet de loi antiterroriste présenté ce matin en Conseil des ministres par Manuel Valls. Le ministre de l'Intérieur compte notamment élargir les compétences de la justice française. Elle pourra désormais détecter les Français partant s'entraîner au djihad au Pakistan et en Afghanistan et sanctionner la propagande terroriste sur Internet. François Hollande souhaite que le projet soit adopté avant la fin de l'année. Environ 1 millier de salariés de Sanofi ont protesté aujourd'hui dans les rues de Paris. Ils dénoncent les 900 suppressions de postes prévues par le groupe qui fait des profits. Le ministre du redressement productif Arnaud Montebourg était sur place pour apporter son soutien aux manifestants. Une entreprise qui réalise 5 milliards de bénéfices ne peut pas décemment organiser le démantèlement de ses laboratoires de recherche en France. Nous l'avons dit 1 fois, 2 fois, 3 fois à M. Wibarer, qui est le directeur général de Sanofi. Le matin, les syndicats ont claqué la porte des négociations avec la direction du groupe qui a refusé de retirer son plan de licenciement. Valérie Trierweiler sort du bois et fait son mea culpa. Dans une interview à Ouest France, elle dit regretter son tweet, une erreur selon elle qui promis ne se reproduira pas. Elle n'avait pas réalisé son changement de statut. Autre information, elle renonce à animer une émission sur D8, la nouvelle chaîne gratuite du groupe Canal+, pour laquelle elle était pressentie. Ce matin, elle a reçu le soutien d'Aurélie Filippetti, la ministre de la Culture, déplore qu'il soit si difficile pour elle d'exercer son métier. Le point de vue de Riss en une de Charlie Hebdo sur le Qatar. Après le PSG, le marché de l'art, les droits télé ou encore les banlieues, décidément ce pays aime la France. Il investit dans le tricolore. Enfin, il y a des domaines tout de même qui ne le séduisent pas. Et nos invités pour ce club d'éditorialistes, je vous les présente avec plaisir. Claude Veil, bonsoir. Bienvenue, bonsoir, directeur Sonia. De la rédaction du Nouvel Observateur. Avec nous, Philippe Gouliou. Bonsoir Philippe, bonsoir, rédacteur Sonia. En chef et chef du service politique du Figaro. Bruno Diff, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes éditorialiste à Sud-Ouest. Et avec nous également, Hervé Baudry. Bonsoir Hervé. Bonsoir Sonia. Caricaturiste chez Rue 89 et qui interviendra régulièrement chez nous le mercredi soir. On est ravis. Eh bien merci, parce que l'hiver arrive, donc c'est intéressant. On est ravis de vous accueillir. Alors, l'actualité. Le président Hollande et le ministre de l'Intérieur Manuel Valls se sont rendus. Vous avez vu, messieurs, toutes ces images. C'était lundi soir au chevet des familles endeuillées. Quelques habitants ont interpellé François Hollande sur la réponse qu'il compte apporter à ce drame et plus généralement à une extrême violence qui se banalise. Le président a répondu par ces mots, sécurité, justice et réussite. 3 mots qui symbolisent, semble-t-il, la vision de ce gouvernement en matière de sécurité. Mais qu'y a-t-il derrière ces mots? Quels sont les tenants de la politique sécuritaire de l'équipe Hollande? Et toujours cette question du rapport de la gauche à la sécurité. D'ailleurs, cette question est-elle toujours légitime? On en parle avec vous. Messieurs, Philippe Gouliou d'abord, sur ces images, est-ce que cette démonstration dans le bon sens d'autorité était nécessaire à Échirolles? Ah oui, elle était tout à fait nécessaire. Alors évidemment, tout le monde a rappelé que ça évoquait le précédent de Nicolas Sarkozy à Argenteuil où il avait dit « on va vous débarrasser de la racaille ». Et c'est vrai que c'était très frappant. Mais cette démonstration d'autorité, elle était indispensable et d'autant plus indispensable qu'effectivement, la gauche est souvent accusée de mollesse, de laxisme. Et là, il faut qu'elle montre que précisément, elle a compris le message si elle ne veut pas perdre les classes populaires. Et je pense que Manuel Valls l'a compris. Bruno dit oui, Manuel Valls. Et François Hollande qui a compris qu'il ne faut pas peut-être en faire trop, comme Nicolas Sarkozy, mais absolument. Pas assez laisser que ce soit justement trop mou, pas assez. Est-ce que montrer que l'État est là. Et que l'État est là. C'était le cas? C'est ce qu'on a vu par ces images? Oui, je crois qu'il fallait que François Hollande aille à Échirolles hier soir. Son absence n'aurait pas été comprise. Et en même temps, il y avait un petit risque pour lui qu'on a compris en voyant les images qui sont, Philippe l'a rappelé, les mêmes que celles de Nicolas Sarkozy avec les yeux levés au ciel vers, enfin pas au ciel mais au premier étage, vers une mère, une habitante en colère. Et ce regard, qui est le même chez François Hollande et chez Nicolas Sarkozy il y a 7 ans, évoque une espèce d'impuissance. Et on voit avec la distance du temps que c'est une impuissance récurrente. Et donc ça a un petit côté en même temps pathétique. Et en fait, je crois que dans tout ça... Sévère. Oui, je suis sévère parce que je crois que tout le monde... En fait, on se trompe en disant que cette histoire, c'est un problème de sécurité. C'est pas parce qu'il y aurait eu 10 policiers de plus que ce drame ne serait pas intervenu. Je crois que c'est tout simplement un problème
société, Bruno, finalement. Oui, on va en parler en détail. De morale. Vous avez parlé peut-être du même regard de François Hollande et de Nicolas Sarkozy. En tous les cas, ce n'est pas les mêmes mots. François Hollande, sur place, a eu des mots qui ont appelé au calme, au rassemblement. C'était le message principal ce soir-là. Donc différent de ce qu'on a pu voir il y a quelques années. Il n'y en avait pas d'autres, mais moi, je trouve que ça vaut le coup de développer le parallèle, parce que vous évoquiez Argenteuil, moi je me souviens surtout du discours de Grenoble. Oui, bien sûr. C'est-à-dire, Grenoble, vous vous en souvenez très bien, un fait divers tragique, un braquage qui tourne mal, etc. Et Nicolas Sarkozy se précipite, surexploite politiquement l'affaire, déclare la guerre au crime, la guerre nationale contre le crime, annonce une flopée de lois. Au passage, se payent les Roms qui sont pour rien du tout dans le drame qui précédait. Et en réalité, c'est un tournant. On ne le savait pas encore, on s'en est rendu compte assez vite. C'était l'amorce du grand virage droitier sous l'influence du conseiller Buisson qui va amener Nicolas Sarkozy à pencher de plus en plus du côté des thèmes sécuritaires, à connotation xénophobe, à l'approche de la présidentielle pour essayer de bordurer Marine Le Pen. Là, on a au contraire une gestion soft. On est dans l'empathie, on est dans le je vous ai compris. Il était évidemment indispensable. Le crime est tellement horrible, tellement hors norme, même je dirais qu'il est normal que le gouvernement et les plus autorités, comme on dit, se manifestent. Mais on n'a pas annoncé un nouveau projet de loi. Non, mais une nouvelle zone de sécurité prioritaire. Oui, mais ça, c'était déjà annoncé. C'était déjà annoncé. C'est la 16e, non. Il y avait une liste de 15, on en aura rajouté. Oui, il y en aura une cinquantaine au total. Mais l'approche même se veut pragmatique. C'est pas un fait divers, une loi. Le ministre de l'Intérieur avait annoncé déjà depuis déjà plusieurs semaines que les secteurs particulièrement concernés par une criminalité très enquistée, très enracinée, vont faire l'objet d'un traitement privilégié avec mise en rapport des effectifs de police, de justice, de gendarmerie, etc. Enfin, une stratégie globale d'offensive. Hervé Baudry a synthétiser les deux approches. Ça donne un caractère normal. On est très loin, même s'il est d'usage de faire une espèce de parallèle entre Valls et Sarkozy. Je trouve qu'on est, oui, bien sûr, mais je trouve qu'on est assez loin de la gestion Sarkozy de l'affaire de Grenoble. Oui, il n'y a pas eu les mêmes termes. Le Karcher, les mots n'ont pas été employés, en effet. Mais les images parlent d'elles-mêmes. Il n'y avait pas eu, à ma connaissance, de projet de loi annoncé après le passage de Nicolas Sarkozy à Argenteuil. Il faut rappeler qu'il était ministre de l'Intérieur. Il y en a eu sur beaucoup de faits divers. Mais c'est vrai. Voilà, pas président. Philippe Goulou, la sécurité, c'est un sujet éminemment régalien, éminemment présidentiel. Donc on a vu François Hollande, on a vu Manuel Valls. Et la droite, notamment hier sur notre plateau, c'était Christian Estrosi qui dénonçait le laxisme, mais de Christiane Taubira. Oui, est-ce qu'il y a deux sons de cloche dans ce gouvernement ou est-ce que c'est la même fermeté qui est affichée par tous, justice et intérieur? Il y a eu deux musiques, notamment pendant l'été avec les interviews de Taubira. Alors ce qui était amusant aussi, c'était de les voir ensemble à Marseille, où ils ont montré leur détermination à agir de concert, à être très unis sur la lutte contre l'insécurité. Et ils ont dit qu'à Marseille, effectivement, on ne tolérerait plus de laxisme. On va voir, mais c'est vrai que Manuel Valls est un ministre qui plaît à la droite. Ça, c'est indiscutable. Et à la gauche aussi, puisqu'on le voit presque tous les mercredis ou tous les mardis, il a droit à son ovation, sa standing ovation par les députés socialistes. Mais il plaît et il gêne la droite d'une certaine manière, parce que ça aurait été très facile de pouvoir taper sur lui comme la droite l'avait fait autrefois sur Daniel Vaillant ou d'autres. Là, ils ne peuvent pas. Donc évidemment, ils choisissent Christiane Taubira, parce que Christiane Taubira a un profil plus droit de l'homiste. Personne ne va soupçonner Manuel Valls d'être droit de l'homiste. Christiane Taubira tient un discours qui probablement, j'allais dire, ferme les choses du côté gauche de l'échiquier politique. Donc elle est très pratique pour ça, pour la droite. Il s'en donne à cœur joie. Bruno Dive, est-ce que la gauche est au clair dans son rapport, on en a souvent parlé avant, avec l'autorité, avec la sécurité? Et est-ce qu'aujourd'hui, il y a une ligne claire à l'Élysée qui pilote évidemment ce sujet régalien sur la sécurité? Est-ce qu'il y a une vision, une ligne? Est-ce que de ce qu'on a vu, les Roms, Amiens, les violences urbaines jusqu'aujourd'hui à Échirol, est-ce qu'on sait comment on réagit? Je crois que c'est Manuel Valls qui donne aujourd'hui la ligne du gouvernement là-dessus. Et c'est une ligne, en effet, plutôt... qui rompt avec l'angélisme qui était traditionnellement reproché à la gauche jusqu'à ces dernières années. En même temps, je crois que les choses sont... En effet, on n'a pas beaucoup entendu, on ne sait pas très bien quelle est la pensée, la vision de François Hollande sur ce sujet. Quant au gouvernement, avec Christiane Taubira, il y a toujours eu, surtout avec les gouvernements de gauche, une espèce de
partage des rôles entre le ministre de l'Intérieur, plus sécuritaire, et le ministre de la Justice. Ça remonte. On n'a pas oublié Defer et Badinter, plus récemment Chevènement et Elisabeth Guigou. Entre Pasqua et Méhaignerie à l'époque aussi. Il y a le gouvernement de gauche, mais aussi à droite, c'est vrai. C'est un grand classique. Et là, je me demande si quand même les choses ne sont pas un petit peu plus compliquées, si Manuel Valls incarne authentiquement un discours, disons, pour résumer, autoritariste de gauche. Il se réfère d'ailleurs très souvent à Clémenceau. Christiane Taubira... Il semble être l'héritier voilà. sur ce et terrain. Christiane Taubira, finalement, on ne la connaît pas encore très bien. Elle a pris position sur certains projets de loi de Nicolas Sarkozy sur les peines planchées, par exemple, voilà, qu'elle veut abolir. Je ne suis pas sûr qu'elle soit non plus la personnalité laxiste qu'on veut bien dire. Enfin, il faut attendre un peu pour juger, mais on n'est pas très au clair. On est un peu dans le jeu de rôle, en effet, ça a été dit, mais ce qui est... La droite, très très tôt, a décidé de faire de Christiane Taubira sa cible privilégiée. Et c'est vrai qu'elle s'y est prêtée par quelques maladresses. Mais le tout carcéral... Par exemple, je vous rappelle que la loi qu'elle veut faire appliquer en limitant le nombre d'incarcérations et en ayant davantage recours aux peines de substitution, bracelets électroniques, etc. Voilà, mais tout ça, c'est une loi qui a été votée, rédigée sous Rachida Dati et votée sous Michel Alliot-Marie. Il ne faut quand même pas l'oublier. Donc là aussi, il faut se méfier des gesticulations dans tous les sens. Elle n'est peut-être pas la droite lobbyiste bellante qu'on le dit, et les ministres de la Justice de droite se sont rendus compte aussi que bourrer les prisons de gens pour 3 mois ou à l'école du crime et du vice, c'est pas forcément non plus, du point de vue de la sécurité publique, une solution géniale. Moi, ce que je trouve intéressant dans le personnage de Valls, c'est la façon dont, en effet, au fond, Hollande n'a même pas besoin de définir une politique pénale. Il a choisi Valls. Elle est déjà incarnée par cet homme. Par la façon dont il parle, par la façon dont il se tient. Vous avez mis à la une avec absolument. Un titre flatteur, il est en train de prendre une place d'autant plus considérable dans le dispositif que le gouvernement, sur le terrain économique et social, va quand même vers des mois très 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 difficiles. Donc il ne peut pas en plus se permettre d'être attaqué sur la fermeté de l'ordre républicain. Et Valls, c'est ça. Il incarne ça, et pour le moment, il l'incarne de manière telle, en effet, qu'il ne donne pas prise à l'opposition. À la gauche. On rappelle qu'à la gauche est trop contente. La gauche est trop contente, trop soulagée d'être dédouanée du péché de laxisme, si pour autant que ce soit un péché. Valls aurait tenu ce discours dans les premières années du gouvernement Jospin, il n'aurait certainement pas eu le même succès. Il aurait peut-être même été conspué. Il faut se souvenir des réactions que suscitait Jean-Pierre Chevènement quand il parlait des sauvageons. Il était... il a dû se justifier sur ce terme. C'était les hauts cris sur les bancs de gauche. Entre-temps, je pense qu'il y a eu un changement majeur, c'est que la gauche dirige des grandes mairies. Oui, et ce sont les socialistes municipaux, je dirais, sous l'impulsion précisément de Valls, de Évry, de Rebsamen, de Collomb, qui finalement a contribué à cette évolution du Parti socialiste. Alors jusqu'où il va aller? Parce qu'il est à la tête d'un ministère régalien. Avant de parvenir, avant lui à cette place, il y avait Clémenceau, Chirac, Sarkozy, qui sont arrivés après où on sait. François Mitterrand. François Mitterrand. C'est un chemin tout tracé. Il est très ambitieux. Il n'y a jamais de chemin tracé en politique, Bruno Dive. Il est très ambitieux. Mais il gravit rapidement l'escalier du pouvoir, une chose est sûre. Oui, c'est ce qui va être intéressant, c'est de voir. Valls est un homme seul au Parti socialiste aujourd'hui. Il le sera de moins en moins. Voilà, ça va être intéressant. On peut considérer on peut penser qu'il va avoir quelques troupes et quelques ralliements, notamment au sein du groupe parlementaire, qui chaque mercredi l'ovationne aux questions d'actualité. Cette couverture ne va pas lui faire que des amis. Mais regardez le chemin parcouru en 2007-2008, je ne sais plus, quand il fait le bouquin avec Askolovitch, Martine Aubry lui montre la porte. Oui. Tu n'es plus des nôtres. Il voulait débaptiser le Parti socialiste, en économie il était blairiste, etc. Il était suspect de vouloir entrer dans un gouvernement d'ouverture. Il était pour l'allongement le report de l'âge de la retraite. Enfin, il faisait tout ce qu'il faut pour se faire détester dans les congrès. Et en même temps, il se met dans l'opinion l'idée, je ne suis pas un socialiste comme les autres, moi je suis un novateur, je ne suis pas enfermé dans les vieux dogmes. Une autre étape, et c'est Hervé Baudry qui nous le montre avec son dessin, Valls, futur Premier ministre qui veut parier. On voit la porte d'un club de handball. Et donc, là, c'est pas des paris illicites. Mais justement, en 2009, il manque d'être viré du Parti socialiste. Il se présente à la primaire. Il sait qu'il n'a aucune chance. Il fait 5%. Le soir même, il se rallie à François Hollande, devient l'incontournable de la campagne Hollande et joue un rôle
majeur dans sa victoire, et aujourd'hui il est dans le dispositif Mais est-ce qu'on n'en parle Hollande. pas trop comme un possible successeur de Jean-Marc Ayrault, et souvent dans les médias Ça, évidemment. Mais bon, pour l'instant, la succession de Jean-Marc Ayrault n'est pas tout à fait ouverte. Alors, il se place pour l'avenir. C'est vrai qu'il fait partie de ceux qui sont très crédibles pour Matignon. Et il n'y en a pas tant que ça. Lui en fait partie, indéniablement. Alors là aussi, ça ne va pas lui faire que des amis. Un entretien très intéressant avec Gombault sur la réforme du financement de la protection sociale. Quel est le premier qui a dit la France a un problème de coût du travail, il faut réformer le financement de la protection sociale? Mais Claudel, souvenez-vous, lui, il défendait plutôt la TVA à ce moment-là, à cette époque-là. C'était pendant le débat des primaires. Sur le fond, je ne suis pas sûr qu'il ait changé d'avis. En plus, Bruno Dive. Oui, Manuel Valls, je dirais, a une bonne tête. La succession de Jean-Marc Ayrault n'est pas ouverte, c'est encore loin quand même. Ça sera sans doute pas avant 2014 au plus tôt. Mais il a une bonne tête de chef de gouvernement qui s'ouvrirait au centre, par exemple, avec un Bayrou ministre, quand les ponts vont être vraiment coupés avec l'ultra-gauche, et ça va finir par arriver avec Mélenchon, il va falloir se retourner vers le centre, et Manuel Valls a le profil pour cette évolution. Avant notre revue de presse, quand même, sa cote de popularité dans les enquêtes, dans les sondages, elle est insolente quand on compare avec celle de l'exécutif qui continue de chuter encore, alors qu'au bout de 5 mois, lui non plus n'a pas de résultats concrets sur le terrain. Sauf erreur, dans le dernier baromètre Figaro, c'est l'homme politique le plus populaire, oui, c'est ça lui. Oui, parce que forcément, la gauche l'aime bien parce que il donne l'impression de tenir sa maison, et la droite n'a pas prise sur lui. Donc, bizarrement, les personnalités consensuelles en France sont des personnages très centristes. Simone Veil, etc. Ce qui n'est pas du tout son cas, ce n'est pas un centriste, c'est un modéré avec des arêtes très vives. C'est quelqu'un qui est un homme de conviction, c'est un homme qui est très tranchant, qui parle cash, qui agit cash, qui se cache jamais derrière des formules toutes faites ou des éléments de langage. C'est un type très déterminé. Il ne faut pas oublier qu'il avait appelé à voter non au référendum. Alors, à l'intérieur du Parti social, le référendum interne, il était partisan du non au traité constitutionnel. Oui. Et après, il avait joué le jeu, il avait voté oui. Alors, messieurs, on va voir ensemble, et comme tous les mercredis soirs, la revue de presse des hebdos, à découvrir demain dans vos kiosques. Le Nouvel Observateur en a parlé longuement. C'est le vice-président, cote de popularité insolente, chouchou des sondages. Son influence, on vient de le dire, ne cesse de croître. Manuel Valls. Et vous pourrez découvrir dans ce numéro le parcours. On en a parlé de ce socialiste atypique. Et puis, vous verrez aussi tout le bien que Bayrou dit de Hollande. C'est assez drôle. Aussi à découvrir. L'Express à présent qui vous dit comment il va vous assommer. C'est François Hollande, et le coup de matraque, ce sont les impôts. Tout. L'Express vous dit tout sur le choc fiscal, et c'est très intéressant, comment y échapper aussi. Et puis Le Point qui dénonce la folie au Bobard et pointe du doigt ceux qui trichent avec le réel. Alors, qui sont-ils? Il s'agit de Jean-Claude Trichet, Angela Merkel, Mariano Rajoy, Mario Monti, Pascal Lamy, tous dans le même sac selon l'hebdomadaire Le Point. Autre question, c'est comment repérer... Le pape n'était pas libre cette semaine. comment se repérer entre fausses promesses, vrais mensonges et solutions qui fâchent? C'est le dossier du Point. Enfin, Paris Match qui consacre sa une au mystère